Aux prémices de l'écriture de son roman sur les bandits, Ye Guanxin, écrivain de la région du Shanxi, ne savait pas où il y avait réellement eu des bandits à la frontière de la province du Shanxi. Ce fut par hasard qu'elle fit de Qingmuchuan, village du district de Ningtiang, bordant les provinces du Shanxi, Gansu et Sichuan, le lieu où se déroulèrent les événements de son roman. Un de ses amis qui connaissait un peu l'histoire du village lui confia qu'à Qingmuchuan, il y eut réellement un bandit célèbre qui s'appelait Wei Futrang. Il ajouta également qu'il y avait cependant quelque chose d'étrange car ce bandit n'apparut pas comme un méchant dans son pays natal, mais seulement dans les autres. C'est ainsi que le personnage cogitèrent longtemps dans la tête de Ye Guanxin. À l'époque, comme les routes qui menaient vers Qingmuchuan étaient difficiles d'accès, ce ne fut que 20 ans après les faits que Ye Guanxin put visiter la ville. Aujourd'hui, nous visitons ce vieux village et découvrons que le monde extérieur ne connaît pas grand-chose sur ce village. En dehors des week-ends, des festivités qui rassemblent des personnes, il y a peu de touristes et le village entier semble calme et paisible. Si l'on creuse le passé historique de ce vieux village, on remarque que Wei Futrang est très célèbre depuis un centenaire. Les habitants de ce village nous disent que c'est parce que Wei Futrang a joué un rôle crucial pour que Qingmuchuan soit niché dans les montagnes éloignées de Daba. D'après les annales historiques locales, Wei Futrang était issu d'une famille pauvre. Ce fut aux alentours des années 30 et 40, alors que le banditisme était au sommet de sa gloire, qu'il mit sa propre vie en danger, traversa des hauts et des bas pour devenir une figure légendaire à la jonction des trois provinces. Il termina à la tête d'une horde de cavalerie d'une centaine de personnes. Si l'on demande aux gens quel genre de personne était Wei Futrang, certains le tarirent d'éloges, tandis que d'autres le critiquent. On note cependant un grand quiproquo entre les gens sur le fait qu'il soit ou ne soit pas un bandit. Mais alors quel genre de personne était-il réellement ? En sillonnant la rue principale de ce vieux village, un étrange four attire notre attention et nous voulons à tout prix goûter au talent culinaire de celui-ci. On appelle ce four Aozi. C'est un outil spécifique au Xiang, mais pourquoi ce vieux village a-t-il préservé cette coutume ? Chaque étape de l'histoire a laissé une trace dans ce vieux village. Ces caractères, qu'on n'a pas vus depuis des lustres, nous laissent penser qu'on est juste passé à une autre époque. On trouve peu de traces dans les livres historiques concernant les origines de Qingmuchuan. Durant la dynastie des Ming et des Qing, il y avait ici une rue qui était aussi sinueuse que le corps d'un dragon, qu'on appelait la place Huelong. Elle était située à la jonction entre l'ancienne rue Dianwei, le marché des chevaux et du thé. Les marchands se réunissaient tous ici depuis les temps anciens. Le transport de marchandises devint alors une des tâches quotidiennes pour les locaux. Comme les montagnes étaient hautes et les rues étroites, ils inventèrent alors cette méthode. Ce bâtiment à 3 étages au style républicain chinois et occidental, qui est situé au milieu de la rue, est le plus haut, le plus captivant de tous les bâtiments du village. Il fut baptisé Maison Occidentale. Un tremblement de terre qui a eu lieu jadis a détruit le dernier étage.
En perdant ainsi une partie de son corps, cette maison est désormais en harmonie avec les autres bâtiments du village. Le propriétaire de cette maison n'est rien d'autre que le célèbre Wei Futrang. La boutique en face du bâtiment était à l'époque le plus grand centre de stockage. Les autres bâtiments que vous voyez sur cette rue et qui sont également très ordonnés appartiennent aussi à Wei Futrang et à sa famille. Les entreprises occidentales, les boutiques, les magasins de thé, les hôtels, les commerces d'opium ont donné le caractère architectural de ce vieux village. Aux yeux de ses habitants, Wei Futrang a reconstruit la place Huelong, détruite par les bandits à la fin de la dynastie des Qing, et redonna à Tsing Wuchuan la gloire dont elle jouissait une dizaine d'années auparavant. Le gouvernement local de cette époque recourut alors à la méthode généralement employée par plusieurs gouvernements des dynasties précédentes. Il demanda l'armistice et intégra les rebelles dans le gouvernement. Wei Futrang fut nommé chef policier du village. 当年如果没有为富堂这样发展青木川的经济、教育以及农业，那也没有今天遗留下来这么多的古建筑。 On peut dire que Wei Futrang était un homme courageux et intelligent. Il n'était pas seulement intéressé par le pouvoir, ni parce qu'il aimait en général les bandits, c'est-à-dire massacrer, piller ou ce genre d'activité, mais éprouvait un grand intérêt pour la politique. 他在治理这方面呢非常严格，制定的有乡规民约，他把这些东西都写进了乡规民约的。乡规民约，您举几个例子怎么说？譬如说乡规民约不允许伤害和侵犯凡是到我们这儿来经商的外面的客商，这是一条；还有一个不允许妇女在街上随便骂人。 构成对人家外面进来的人影响不好。如果你要骂了人，是要张罪的。第三一个就是，子女必须要孝敬父母，给外面的客商们留下一个好印象，就是这里的人很忠厚、淳朴，孝敬老人。如果你不孝敬老人，那一旦发现以后，要叫你的儿子把你的 父亲或者母亲背上在街上走一圈儿，你要现走现说，大家都要不要向我学习，要孝敬父母，要孝敬自己的老人。On peut imaginer à quel point le règlement à caractéristiques uniques instauré par Wei Futrang eut un impact dans l'éducation des locaux à cette époque-là. Et c'est devenu un sujet de discussion des habitants d'aujourd'hui de ce vieux village. 成个大菜摊儿。大牲畜进来了以后，他非常讲究卫生，不允许把大牲畜的饲料拉在街道上面。进来以后都要给你带一个小袋儿，专门用的。一旦你拉到这儿了，那你就是监护人，就要用你的长蓝布扇子把拦走，还要看到你站到那儿，把那个烧干、擦干。 才叫你走，他文明程度还是很高的。 Pour attirer les mercenaires de toute la région, Wei Futrang proclama le commerce équitable et créa un environnement commercial stable et protecteur. Si jamais pillage eut-il sous sa gouvernance, il investiguait alors à fond pour trouver le coupable et le punissait très sévèrement. Les forces policières étaient alors déployées. 譬如像外面进来的客商，不能由本地人去欺负。如果本地人无理的去欺负了外商，他要受到惩罚的。Dans les temps anciens, l'opium était une vraie menace à la santé et à la sécurité des hommes. L'opium était largement répandu à Tsing Wuchuan, qui était à la jonction entre trois régions. Le gouvernement central avait déployé les forces militaires pour mettre fin au trafic d'opium, mais sur le chemin, si ce n'était pas à des bandits qu'ils avaient affaire, c'était à des gens corrompus. Les campagnes pour mettre fin au trafic d'opium échouèrent à chaque reprise. Wei Futrang se disait que s'il ne pouvait pas interdire le trafic d'opium, il pouvait néanmoins en avoir le monopole. Ainsi, il pouvait récolter de l'argent et ainsi élargir les forces de l'armée,
C'est pourquoi il interdit le commerce de l'opium dans son pays natal. 他本身呢对大洋也很反感，比如说外面进来的客商们，小钱有抽大烟这种习惯，到这儿来呢也有一个抽大烟的地方，所以他就开了大烟馆，但是严禁本地方的人在这里来抽大烟。如果发现本地方在这里来抽了大烟，他会指导倾家荡产。 这个我国不堪设想，所以他在乡规民约后头制定了一条非常严格的，就是如果本地人抽了大烟，那是要灌大粪的，所以这很严格，就是目的是不让本地人抽大烟。 Pendant les 20 années où Wei Futrang fut à la tête du pouvoir, le village était très paisible. Les paysans s'occupaient des champs, les commerçants du commerce, tout était dans l'ordre. C'est pourquoi certaines personnes décrivent le vieux village de cette époque-là comme une époque paradisiaque. Car personne n'avait conscience des guerres qui se déroulaient à l'extérieur du village. Ces dernières années, les chercheurs qui font des recherches sur la culture des Tsiang ont découvert que les coutumes et comportements de Wei Futrang étaient très influencés par les coutumes traditionnelles des Tsiang. Les Tsiang sont un peuple qui existe depuis très longtemps. Ils étaient très présents vers le nord-ouest de la Chine. C'est à partir de la période précédant la dynastie des Qin que les Tsiang vinrent s'installer petit à petit à Ningqiang dans le Shanxi. Au début de la dynastie des Ming, après l'échec de leur soulèvement, une grande majorité des Tsiang furent exclus du village. Pendant une longue période, les gens de l'extérieur crurent que les Tsiang de Ningqiang n'existaient plus. En réalité, ils avaient migré vers l'ouest, en passant par Qingmuchuan et étaient ensuite sortis par le Sichuan. Si l'on observe attentivement les bâtiments de Qingmuchuan, on peut voir qu'il y a partout des caractéristiques propres au style des Tsiang. Les maisons étaient construites tout au long des montagnes dont on excavait les roches. En pénétrant à l'intérieur de la maison, on peut voir que des murs en pierre de tailles différentes, et ça c'était une des caractéristiques de base de la construction chez les Tsiang. Alors que Qingmuchuan était à son heure de gloire, Wei Futrang fit construire cette maison qui avait la forme d'un bateau. On l'appelait la maison bateau. Ce bâtiment devint le bâtiment le plus distinctif de tout le village. Cette maison témoigne du souvenir fort qu'avait Wei Futrang pour la vie des pêcheurs et chasseurs que menèrent les ancêtres Tsiang. N'imaginez surtout pas que les gens qui habitent en haut des montagnes se nourrissent que de manière très simple. Ici, les cuisiniers n'ont besoin de pas grand-chose pour vous faire de très grands plats. 一刀下去，手指头断了。 Offrir des mets exquis aux invités est une tradition très répandue de nos jours dans ce vieux village. Et aussi étrange soit-il, ce banquet est nommé d'après Wei Futrang et s'appelle le banquet Futrang. Ce banquet respecte la tradition des Tsiang pour accueillir les hôtes. On offre aux invités 10 bols et 13 fleurs comme plat de base. La tradition des Tsiang voulait que ce soit les hommes qui chassent et les femmes qui s'occupent du labourage. C'est pourquoi ils excellaient à cuisiner toutes sortes de viandes. 这个酥肉啊，这是扣肉啊，这是分子肉，这是分子排骨，这是一个坨子肉，我们农村叫坨子。这个就是甜米，这个就是袈裟肉，啊，这个是甜米。这才几个碗一，这才8个碗，另外还有一个丸子。 On disait que Wei Futrang, durant toute sa vie, était très attaché à son pays natal. Il n'avait pas de mauvaises habitudes, il ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool, mais avait seulement un grand faible pour la bonne chair.
Et même avant de rendre l'âme, il n'oublia pas de dire au cuisinier qui l'avait suivi depuis des années de lui faire mijoter un grand plat de viande. Les gens qui avaient déjà vu Wei Futrang disaient qu'il était grand et robuste. C'était le sang des Xiang qui coulait dans ses veines et ses habitudes alimentaires qui l'avaient bâti. 到了民国期间，生活还很不富足的前提下呢，魏福堂用这种宴席来招待客人呢，体现的是他的真诚和客人们的尊贵。所以他这个制作和摆放都是非常讲究的，是上扎、下田、左梳、右圆，当中是一个四彩大盘这个席上面的，强祖传统的这个。 Les habitants du vieux village avaient recours à des habitudes traditionnelles et religieuses pour chasser les mauvais esprits et guérir les malades en faisant appel au général à des shebi. Shebi était le nom qu'on donnait aux prêtres chez le peuple Xiang. Après avoir effectué plusieurs fois des recherches dans la région du Sichuan où les Xiang vivent, les chercheurs sur la culture des Xiang découvrirent que la sorcellerie pratiquée par les Xiang et la culture du Nuo, qui était très largement répandue, s'était éteinte petit à petit. Ils furent cependant très surpris de voir que les techniques utilisées par Shebi et les Nuo étaient très bien préservées. Les Xiang étaient agiles, braves, durs à cuire et aimaient beaucoup leur patrie. La danse Nuo représente le caractère brave et guerrier des Xiang. Le but de cette danse Nuo était d'invoquer les dieux pour les protéger des flèches et des épées afin qu'ils soient toujours victorieux dans leurs batailles. C'est de ces coutumes traditionnelles qu'a hérité Wei Futrang à son époque. Il créa des armées locales à Qingmuchuan dans le but de protéger le territoire et la vie des gens en recrutant des gens forts. Il sélectionna dans les familles locales une personne sur deux, 2 sur 3, qui avait l'habitude de faire des tâches agricoles avec une arme à feu dans la main. Aux yeux de l'écrivain Ye Guanxin, les Xiang étaient un peuple amical et hospitalier. Elle trouvait même le terme de coutume traditionnelle folklorique n'était pas assez fort pour décrire ce peuple. Ce peuple qu'elle félicitait pour son éducation. 在地里拔菜，我一看呢，他在河里洗脚，和司机蹬的满身都是泥。洗脚的同时，正和几个放牛的老头儿在谝闲传，谝得正起劲。他很惊讶，这些老头呢都是用英语和他在谝话，所以他感到在这深山沟里，这老头会讲英语。他说在这深山沟里还有讲英语。Ce vieux village lui laissa une impression très forte, et Ye Guanxin fut de plus en plus attirée par Qingmuchuan. Quelques années plus tard, elle écrivit un roman très littéraire qui se déroulait dans ce village. À l'intérieur, elle décrivit de manière très détaillée la politique gouvernementale sous l'ère de Wei Futrang. 这个魏福堂要说他是这么一个人，我们不好下结论。但是有一点，在这三省交界的地方，深山里边，他首先认识到了一个要发展，不管是什么样的体制、什么样的社会，都需要人才。 Il y a cependant une chose que Wei Futrang a faite qui a obtenu un commentaire général positif. Il offrit un de ses terrains qui était situé dans l'un des meilleurs endroits du vieux village pour la construction d'un collège, le collège Fuzhen. C'était la seule école privée du district. De plus, cette école utilisait le nouveau système éducatif. Les frais de scolarité en étaient gratuits. 当时在我们整个汉中那个是转区的时候，只有一所联中。 周边像文县、秦川这些地方都没有学校。到现在我们档案上还有一个不完整的一个课程表，从那个表高头完全可以看出来，音、数、乐，包括巫术、戏曲。戏曲这个班呢分了3个系：京剧、川剧和秦腔。它的课程是比较全面的。 On disait qu'il était très difficile d'inviter Wei Futrang à assister à un banquet. Cependant, on remarqua que lorsqu'on faisait venir un professeur dont le niveau académique était très élevé, Wei Futrang l'accompagnait alors au banquet
et les personnes qui discernaient son caractère savaient que pour pouvoir l'inviter à un banquet, il fallait absolument dire qu'il y avait tel ou tel professeur qui y viendrait. Wei Futrang est issu d'une famille pauvre, il n'est jamais sorti de son village, et c'est pourquoi il était très intrigué par ce qui existait en dehors de la montagne. 每杀一头猪要给学校里来过3斤肉送到学校里来，学校里的15长给你开个条子，收到你3斤肉，你把那个条子往那个肉夹子高头一挂，你就拿了税了。 Ce système éducatif gratuit possédait des caractéristiques très propres à Wei Futrang, car il était obligatoire. Toute personne qui avait des enfants, filles ou garçons, en âge d'être scolarisés, devait les inscrire à l'école. 如果7岁的孩子你没来这儿读书，他都要通知你的家长、监护人，要在这里来送孩子读书。如果你不送孩子来读书，他都要采取一些这个比较强硬的措施。一是督促你要来，你再不来以后都要罚你。比如说邓家沟有一个姓邓的，他2个孩子，他叫男孩子来读书，不叫女孩子来读，所以魏福堂啊就把他做了个电刑。 罚了他300套作业，所以这一家人呢，当时都给罚垮了。为啥呢？他300套作业头道做完了以后，他基本都没有多少田产了。但其他这些人呢，你顶多就是拿不起这些东西，他不可能叫你做300套作业，只是罚你背脸背财，给学校就完事儿了。 L'éducation non seulement éleva le niveau de qualité des gens, mais permit également de disposer de plusieurs talents. Wei Futrang sélectionna de son école quelques élèves qu'il envoyait dans d'autres régions. Comme l'éducation prit de l'ampleur, certaines personnes des organisations progressistes saisirent cette occasion pour chercher et entraîner des talents en se faisant passer pour des professeurs à cette époque. Le premier magistrat, qui fut nommé après la proclamation de la Nouvelle République de Chine, avait étudié dans cette école. En ce qui concerne l'origine du nom de Qingwu-Chuan, personne ne sait réellement d'où il vient. Certaines personnes disent que c'est parce que depuis les temps anciens, il y avait beaucoup de grands arbres, mous, et c'est pourquoi le village est baptisé ainsi. Les ancêtres avaient planté de nombreux arbres ici, et les descendants pouvaient en admirer les couleurs. Si on se promène dans la forêt plantée par les hommes de Wei Futrang, on peut apprécier la passion qu'éprouvaient les Tiang pour la nature. Pour les habitants du vieux village, la nature est liée à la richesse et conservatrice du passé. L'histoire défile comme les nuages. Le vieux village a retrouvé son calme et sa tranquillité. Ces édifices aux toiles jaunes dorées ne sont pas des palais impériaux. C'est le complexe du temple du sommet Bodhisattva au mont Wutrai, dans la province du Shanxi, en Chine. À partir de la dynastie des Tang, il y a plus d'1 millier d'années, la tuile jaune fut définie comme matière exclusive aux édifices impériaux. Le complexe du temple du sommet Bodhisattva, tant du point de vue du format, des couleurs que des décorations, respire la magnificence impériale. Les travaux de construction de ce complexe de temples sur le mont Wutrai commencèrent en l'an 480. Il y eut des extensions au fil des siècles. Le portique multicolore du temple porte la dédicace « Haut lieu sur un sommet miraculeux », calligraphié par l'empereur Kangxi. Et ce qui est incompréhensible est que l'empereur eut mis un trait de moins au caractère chinois « sommet ». Jusqu'à ce jour, personne n'a pu fournir d'explication. Dans la cour centrale, les caractères haut lieu sur le mont Wutrai, gravés sur la stèle, furent aussi calligraphiés par l'empereur Kangxi. Par ces inscriptions lithiques, on peut pressentir que ce complexe de temples n'allait pas être un temple quelconque. Le complexe comprend la salle Maharaja, la grande salle du trésor puissant et la salle Manjusri.
Devant la grande salle du trésor puissant, des pins millénaires rivalisent de charme avec les stèles. À l'intérieur de cette salle sont posées les effigies de Sakyamuni et du grand maître Tsongkhapa. Le mont Wutrai est considéré dans le milieu bouddhiste comme le sanctuaire du bodhisattva Manjusri. Comme les peuples Han, mongols, tibétains et autres ont la foi en Manjusri, le sommet Bodhisattva devint, après la dynastie des Song au XIIIe siècle, un haut lieu de pèlerinage pour les lamas tibétains et mongols. Les souverains de différentes dynasties profitaient juste de cette foi chez la population pour parvenir à l'unité des ethnies sur le plan idéologique. L'inscription en 4 langues sur cette stèle fut calligraphiée par l'empereur Tianlong lors de son 6e pèlerinage sur le mont Wutrai. Il expliqua en personne le sens de sa dédicace. C'était pour encourager la secte des Jaunes du bouddhisme, pour maintenir la paix dans le pays. La secte des Jaunes fut dans le temps l'école dominante dans le bouddhisme. Mais ces termes « secte des Jaunes » utilisés ici englobent les bouddhismes mongols et tibétains. Le mont Wutrai occupe une place prépondérante dans la culture du bouddhisme tibétain et Han. Comme ce lieu est le plus proche de la capitale, les empereurs Kangxi et Tianlong, sous la dernière dynastie des Qing, séjournèrent au temple du sommet Bodhisattva lors de leur pèlerinage sur le mont Wutrai. C'est derrière cette porte que ces empereurs des Qing ont séjourné. Dans l'Antiquité, en Chine, le jaune était considéré comme signe de noblesse et le pourpre de joie, de somptuosité et de richesse. Il y a 2000 ans, les palais impériaux sous la dynastie des Zhou étaient déjà teintés de pourpre, si bien que les sanctuaires adoptèrent par la suite briques rouges et tuiles grises pour décorer leurs édifices. Comme les empereurs avaient leur résidence provisoire ici, ce temple fut autorisé à utiliser les mêmes matériaux que ceux des édifices impériaux. Murs pourpres et tuiles jaunes sont les signes typiques d'un temple impérial.